vous les cours d'aujourd'hui. J'ai vu les cours d'aujourd'hui aussi comme un échange entre nous parce qu'il y a beaucoup de questions pour la fête des Pessah. Et je vais commencer d'abord par des lois. Peut-être vous connaissez les lois de Pessah, mais des choses qui me semblent particulièrement importantes. D'accord? D'abord, et l'interdiction de Khametz. Dans toute l'interdiction de la Torah, il y a une mesure. Donc, il y a une mesure. Ça veut dire à partir d'une certaine mesure, on a transgressé. Ça veut dire, je pense, j'ai pas, par exemple, Shabbat. Vous savez il est interdit de porter à Shabbat. Alors, si je vais porter quelque chose qui un homme peut porter, par exemple, une feuille, un papier A4, d'accord? Un papier. Si je prends un papier, je peux le porter tout seul dans la rue. Mais si on est deux à porter, on n'a pas transgressé normalement, mais le Chachamim l'ont interdit. Mais s'il y a une marmite de viande, d'accord? Il y a du lait qui était versé sans faire exprès à l'intérieur. Il y a une mesure, ça veut dire, s'il y a 60, une mesure des volumes des 60 fois plus de viande que le lait, le mets, il sera permis. Ça veut dire on a des mesures, d'accord? On ne peut pas dire parce qu'il y avait un goût de lait qui est tombé dans la marmite qui va interdire toute la marmite. On regarde s'il y a 60 fois plus que le goût de lait, le plat de viande est caché. Mais à Pessah, il y a une grande particularité. C'est quoi? Même une miette de chametz qui va tomber sur une marmite, elle va rendre non cachère cette marmite. Ça veut dire que le chachamim, même une petite miette, peut interdire tout. Ça veut dire l'interdiction de chametz est il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure pour transgresser cet interdit. Même à Kippour, vous savez, même à Kippour, deux fois, il y a des gens qui n'arrivent et qui ne peuvent pas jeûner. Il y a une mesure qu'on ne transgresse pas Kippour. D'accord? Combien on peut manger pour ne pas transgresser Kippour, choses comme ça. Mais ça, on joue avec ses permissions lorsque quelqu'un est malade, lorsque quelqu'un est vraiment fatigué. C'est pas pour dire, voilà, tout le monde commence à manger. C'est interdit de manger à Kippour. D'accord? Mais il y a des mesures qu'on sait qu'on ne transgresse pas cette faculté de manger ou de boire. D'accord? À partir de ça. Mais à Pessah, il n'y a pas de mesure. C'est à partir de rien de Hametz qu'on peut transgresser Pessah. Le Hametz, la définition de Hametz, en fait, s'il y a une graine de blé qui est venue des champs, ce n'est pas Hametz. Le blé tout seul, ce n'est pas Hametz, parce que pour faire la matzah, on a besoin du blé. D'accord? Le blé même n'est pas Hametz. Les blés, l'orge, les seigles, toutes les cinq céréales, d'accord? L'avoine, tout cela n'est pas Hametz. Mais les moments qu'on va prendre le blé, qu'on va mélanger avec de l'eau, donc on va laisser un temps, il va devenir Hametz, il va fermenter. La farine qu'il y a dans le supermarché, elle est déjà Hametz, parce que ce n'est pas vraiment la matière première. Lorsqu'on prépare les matzot, lorsqu'on fabrique les matzot, il y a des blés spéciaux. Ça veut dire que c'est des blés que l'eau n'a pas touché, ce blé. Parce que dès que l'eau il touche le blé, après un temps, on nettoie. Pourquoi la farine est très blanche? C'est pas les vraies couleurs du blé. Parce que les vraies farines, il est un petit peu jaune. Vous savez, ce n'est pas blanc comme vous voyez. Alors, et l'interdiction de Hametz est très sévère. Et ça, c'est-à-dire psychologiquement, lorsqu'on le sait ça, lorsqu'on le sait que c'est très sévère, alors on prête plus d'attention.
on prête beaucoup plus d'attention. Les Chachamim ont interdit de manger le Hametz. Les Chachamim, ils ont interdit de trouver, de posséder, ça veut dire posséder les Hametz, ça veut dire que la maison, on a des Hametz qui nous appartiennent. C'est interdit. Les Chachamim même nous met en garde de ne pas trouver pendant Pessah le Hametz. C'est la raison pour laquelle, si on a de Hametz, et là je rentre un petit peu dans le monde de la halakha, on va mélanger entre le monde de la loi et le monde de la pensée. Et si on a des Hametz à la maison, et ça arrive, parce qu'on a des pâtes qui restaient, on a des whisky, d'accord, qui restaient, il y a les bières, on ne sait pas, d'accord. Quand on est célibataire, oui, on achète peu, mais quand on est en famille, on achète en quantité, beaucoup de fois. Alors, ce n'est pas toujours évident d'éliminer tous les Hametz, mais nous avons l'interdiction de posséder les Hametz. C'est la raison pour laquelle nous avons le Mechirat Hametz. On vend les Hametz. Alors, quand je parle vendre les Hametz, ce n'est pas semblant, oui, mais c'est chez moi, mais je les vends. Non, c'est une vraie vente. C'est la raison pour laquelle vous pouvez trouver sur les sites des consistoires et remplir les ventes des Hametz. Alors, je ne peux pas vendre les Hametz comme ça. Je vais vendre mon Hametz. Ça donne rien de vendre les Hametz. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vends des Hametz, je dois mentionner où il se trouve. Alors, on peut avoir un placard dans la cuisine, on peut avoir 2 placards, on peut avoir 3 placards, c'est pas grave. Mais lorsque je vends le Hametz, je mentionne où il est. Parce que l'acte de vente de Hametz avec un non-juif fonctionne sur les lieux. Ça veut dire qu'il y a une seule chose que je peux faire, je peux vendre les lieux. Alors, lorsque le non-juif il vient au Beddin de Paris, on lui donne les papiers. Tout ce que vous remplissez informatiquement, on peut aussi, avec des papiers, avant que vous sortez, vous pouvez prendre les papiers et écrire. On dit, il se trouve dans la cuisine, dans les placards en bas, dans les placards 2, les placards 3. Pourquoi? Parce que avant Pessah, d'accord? Avant Pessah. Alors, c'est quand, et ça aussi c'est important, à partir de quand je ne peux plus manger le Hametz? Parce qu'on peut le dire, oui, il est la Seder, je ne peux plus manger le Hametz. Non. L'interdiction de manger de Hametz, il rentre dans les 4e heures. Alors, c'est quoi ces 4e heures? Dans le monde de la halakha, nous avons heure halachique. Comment c'est calculé? Je regarde les levées du soleil, je regarde les couchers de soleil et je divise par 12. Ça veut dire, en hiver, ça peut faire 40 minutes et 1 heure, mais en été, là maintenant, on a plus de jours, ça peut faire 1 heure, 1h15, 1h30. Alors, on calcule l'heure halachique, d'accord? Et à partir de la 4e heure, et moi, peut-être que je vais ouvrir, on a fait une lettre de la victoire avec les infos pour Pessah. Et une seconde, grande synagogue. C'est important, on va tout mentionner maintenant. Moshe, quand tu dis la 4e heure, c'est le début ou la fin de Et la... alors, c'est la fin des 4e heures, début de la 5e heure. Merci. D'accord? Voilà, Pessah. Par exemple, lorsqu'on a fait lorsqu'on a envoyé les horaires à tout le monde, et on va voir que les mercredis, cette année, alors, et l'interdiction de consommer du Hametz, elle entre en vigueur les 14 Nissan le matin, ça veut dire c'est ce mercredi, afin des premiers tiers de la journée. Cette année, le mercredi 1er avril, c'est à 10h54. Cela veut dire qu'à partir de 10h54, plus de Hametz, interdit de manger. Parce que des fois, on ne peut pas savoir. Je dis Pessah, c'est ce soir, je mange les sandwichs à midi. D'accord? On n'a pas cette logique, toujours. Mais l'interdiction absolue de manger le Hametz
elle est à la fin des quatrièmes heures halachiques, ceux qui donnent cinquième heure. On essaye de brûler les chametz. C'est quoi les brûler les chametz? Alors, on a expliqué la, la rigueur de ne pas manger des chametz, de ne pas posséder, de ne pas. On a expliqué que si nous avons chametz qu'on n'a pas éliminé, on va le vendre. Je vous ai dit aussi qu'il faut, lorsqu'on vend des chametz, on écrit les lieux. Je reviens encore sur ce point-là. Pourquoi? Parce que le Bédine, lorsqu'il vend des chametz, les non-juifs, il vient. Alors, j'ai dit goy, goy, c'est pas péjoratif. Nous sommes aussi des goy. Goy, c'est une nation. Goy, c'est une nation. D'accord? C'est pas lorsque nous sommes sortis d'Égypte et d'écrit Goy Mikerev Goy. On était une nation qui habitait chez une autre nation. Parce que des fois, je vais dire Goy, je vais dire, c'est pas péjoratif. Goy, c'est une nation, veut dire nation. Alors, lorsqu'il y a un non-juif, un Goy qui est devant nous, devant les Bédines, on va l'acquérir tout le Chametz. Mais ce qu'on va l'acquérir, c'est les lieux. Il achète le patrimoine où se trouve le Chametz. Il va payer. On va le dire que le Chametz de Paris coûte 400 000 euros. Et s'il est d'accord, il va donner une acompte. L'acompte, il va verser 3 000 euros. Et on fait un rendez-vous à la fin des Pessah. On va dire à la fin des Pessah, vous venez et vous donnez les restes. En fait, le non-juif, il vient à la fin des Pessah, au Bédin, et on lui dit, vous avez deux options. Ou vous nous donnez la compte qui reste pour les 400 000 euros, ou vous avez déjà donné une compte 3 000 euros, on est d'accord de t'acheter à 5 000. Si tu es d'accord, on achète le Hametz de tout Paris. Et c'est comme ça le Bédine, il rachète. C'est un vrai acte. Ce qui se passe pendant Pessah, c'est que le monsieur qui a acheté le Hametz, il peut vous toquer sur la porte, il peut venir et dire, écoutez, monsieur, j'ai acheté votre Hametz, j'ai l'accès, il peut venir ouvrir les placards, parce que vous allez écrire sur les placards, alors il faut faire très attention avec les scotch, il y a des scotch qui collent, ça ne sort pas, ça laisse des traces, ça abîme les meubles, il faut acheter des scotch en papier quand on fait la peinture, voilà, et vous écrivez vendu, d'accord, il ne faut pas écrire Hametz, il faut écrire vendu, d'accord, vous écrivez sur vendu, comme ça il sait, il vient, il prend, il se sert, c'est à lui. Mais psychologiquement, vous ne dites pas, oui, je fais genre, je vends, mais c'est à moi. Non, ce n'est pas à vous. C'est vraiment, on a vendu les Hametz. Alors, tout ça, je continue dans cette lignée de Hametz. La veille, la veille de Pessah, la veille de Pessah, et la veille de Pessah, cette année, c'est mardi. Je veux dire, il y aura ici d'abord Mincha et Arvit à 18h45 parce qu'on a des Eurozeit et tout ça. Vous êtes invités à Mincha et Arvit. Mais les soirs, on va, à partir des 20h59, les mardis, à partir de, ça veut dire on peut encore à 22h, à 23h, à minuit, à partir des 20h59, on fait la recherche de Hametz. D'accord? Mais quelle est, quelle est la bracha? Quelle est la bracha que nous faisons lorsqu'on recherche les Hametz? Alors d'abord, c'est une activité extraordinaire. Alors je vois Robert voilà, je vois Monsieur Ada, et il y a les petits-enfants. Pour petits-enfants, c'est les meilleurs moments. C'est-à-dire, moi, que j'étais enfant, j'attendais les recherches des Hametz. Pourquoi? Il y a un bougie, on prend des bougies et on va chercher les Hametz toutes les pièces. Il y a une tradition, il y a une tradition de préparer bien enveloppé dans un papier de journal et 10 morceaux de Hametz, 10 parce que ça correspond aux 10 sphères kabbalistiques. Il y a des secrets voilà, mystiques sur ça, mais on prépare 10 morceaux et
On met dans chaque chambre, on cache, et après on dit aux enfants, viens, on va chercher les chametz. C'est peut-être c'est de là qu'il vient chercher les œufs, non, pour les chrétiens. Mais nous, c'est pas des œufs, c'est des chametz. Il ne faut pas mettre des Kinder. Oui. Alors, il y a, il y a, moi j'ai découvert ici, je ne savais pas qu'il est dans le monde chrétien, on cherche des œufs au chocolat. Mais alors, il y a des recherches des Hametz parce que pour les enfants, déjà marcher avec une bougie, c'est extraordinaire. Alors, il faut faire attention qu'il ne va pas mettre les cires partout dans la maison. On essaie d'arranger. Mais pour l'enfant, aller chercher, parce qu'il n'y a pas de lumière, on est à la lumière. Et il y a on dirait une colonie de vacances, tu sais, quand on y a des activités. Alors, ils cherchent les Hametz et tout. D'abord, ça fait participer les enfants. Et c'est très, voilà, ça, c'est une très bonne atmosphère, tout ça. Mais lorsqu'on fait à la veille, on recherche les Hametz. Alors, on recherche les Hametz qu'on ne sait pas qu'il existe. Parce que nous, on a nettoyé la maison, on sait ce qu'on a vendu. Il y a ceux qui, des fois, les matins encore, mangent des Hametz. C'est pas conseillé. D'accord? Et attends, je vais mettre sur mode avion. Et alors, alors, on recherche le Hametz qu'on ne sait pas qu'il existe. C'est pour cela on recherche dans la halakha, il dit dans les petits trous qu'il y a dans la maison. Voilà. Et la bracha qu'on va faire les soirs, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, pas chercher le Hametz. Al bi'ur Hametz. Bi'ur, ça veut dire brûler les Hametz. D'accord? Bi'ur, ça veut dire on essaye voilà, on détruit les Hametz. Et après qu'on a fait le tour avec de la maison, on a ramassé les 10 morceaux, on dit une sorte d'une phrase qui est écrite en araméen. Pourquoi en araméen? Parce qu'à l'époque, les gens parlaient araméen. Ils parlaient araméen. C'était la langue qu'ils comprenaient. C'est pour cela qu'on peut lire aussi en français. Pour lire en araméen, en français, qui est toute le Hametz que je possède, que j'ai vu ou je n'ai pas vu, que j'ai brûlé ou que je n'ai pas brûlé, qui sera comme la poussière de la terre. Ça veut dire que j'annule le Hametz. Et le lendemain, on a dit qu'on peut manger jusqu'à 10 heures, on peut manger le Hametz jusqu'à 10h59. Ça veut dire avant c'est pas grave, laisse, c'est automatique. Alors, avant 10h59, il faut, il faut brûler, il faut brûler tout, il faut brûler tous les chams. Et comme ça, on a fini. Alors, les chametz, c'est un concept, oui, le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Oui, le peuple d'Israël sortait d'Égypte et on les a empressés de sortir d'Égypte et car on a c'est-à-dire on a pressé les peuples d'Israël sortir d'Égypte, avec cette pression, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Alors, on n'avait pas le temps de faire de vrais pains. Alors, on a fait de la matzah. Et j'ai déjà plusieurs fois expliqué ça, mais même quand on était esclave, on n'avait pas le temps de faire du pain. Ça veut dire qu'on a mangé la matzah lorsqu'on était esclave, on a mangé la matzah lorsque nous sommes sortis d'Égypte. C'est, et, et en fait, les questions de temps, ils jouent ici, parce que le temps, c'est ça qui rend Hametz. C'est le temps qui rend la pâte Hametz. Il y a un moment dans la Haggadah où il y a Kadesh, on fait la Kiddush. Dans la Haggadah, il y a Kiddush. Après, on fait les Netilat Yadayim, au Prat. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va couper la matzah qui est au milieu en deux. Il y a une partie qu'on va cacher
et une partie qu'on laisse parce qu'après, on va faire un motzi, n'est-ce pas? Mais pourquoi on coupe en deux la matzah? Parce que c'est les deux temps. Ça veut dire, au début, on raconte l'histoire de l'esclavage, et après, vers la fin, après Birkat Amazon, on mange la ficomane, c'est l'autre moitié, qui c'est un temps de liberté. Cela veut dire que le temps était les notions de l'esclavage, parce qu'un esclave, il n'a pas le temps, il n'a pas, la vie il n'appartient pas. Mais le temps, c'est aussi la liberté. Et d'être l'esclave de votre temps, c'est un esclavage. D'accord? Et il y a ces deux temps. Les Hametz, après nos sages, après la Kabbale, il y a beaucoup des explications. Il est comparé au mauvais penchant. Alors, mauvais penchant, c'est une grande concept. C'est quelque chose qu'on a besoin, d'accord? On a besoin d'avoir envie de faire des choses. Parce que si on n'a pas un peu cette pulsion intérieure, on ne va pas on va pas avoir envie à manger, on va pas avoir envie de faire des choses, d'imaginer des projets, parce que j'ai aucun quelque chose qui me stimule. Ça veut dire les mauvais penchants, c'est bien. Et, et on a des enfants dans le monde parce qu'il y a les pulsions des hommes vers la femme. Mais ce qu'on appelle mauvais penchant, lorsqu'il dépasse les mesures, il devient Hametz. Ça veut dire lorsqu'on dépasse les mesures, c'est quelque chose qui va me faire du mal. C'est quelque chose qui peut dépasser, il peut dépasser toute moralité. D'accord? Il y a des gens qui peuvent dire, je vous aime beaucoup, mais il te fait du mal. Ça ne veut pas dire aimer, tu vois. Aimer, c'est l'attente de respecter l'autre. C'est pas de faire ça comme je veux, d'accord? J'aime pas moi-même. Et on a les mauvais penchants, lorsqu'ils dépassent le temps, lorsqu'ils dépassent quelque chose, ils deviennent khamet. Et en fait, les Chachamim, ils disent c'est le nettoyage de la maison, parce qu'on nettoie la maison, c'est un moment de mettre à jour. C'est un moment de mettre à jour notre maison. Mais j'ai vu que dans le monde chrétien, ça existe aussi, parce on s'est fait aider par des femmes portugaises qui sont chrétiennes. Il m'a dit, ah, c'est les ménages des printemps. Je ne savais pas. Il m'a dit, il y a les ménages des printemps. En France aussi, il y a le ménage des printemps. Ça existe. Voilà, il appelle ça le ménage des printemps. Nous, en plus, Pessah, dans la Torah, c'est Chodesh Ha'aviv. Ha'aviv, en hébreu, c'est les printemps. Qui bechodesh Ha'aviv, hotzeti et bnei Israël me'eretz Mitzrayim. J'ai fait sortir le peuple d'Israël le mois de printemps. Alors, nous, on fait le nettoyage des printemps, mais on fait le nettoyage des chametz. Alors, il y a le nettoyage qu'on le fait pour ne pas trouver les chametz à la maison, mais aussi la maison, c'est notre corps, c'est notre cœur, c'est notre monde intérieur. Nous sommes la maison de notre âme. Et quelque part, on fait ce nettoyage aussi à l'intérieur. Ça veut dire Pessah, ce n'est pas seulement Pessah, ce n'est pas seulement cet nettoyage que nous faisons à la maison, c'est aussi à la maison que nous avons à l'intérieur de nous. On essaie de brûler toute substance on brûle toute substance qui peut nous rendre Hametz. Ça, on a comparé ça avec le mauvais penchant. Alors attention, parce que mauvais penchant, il n'est pas si mauvais. On a besoin. On a besoin de tout. Pour faire un parfum, on a besoin aussi des mauvaises odeurs. Il y a tout une mélange de plusieurs plantes. Il y a des plantes, si on prend tout seul, c'est insupportable, hein, leur odeur. Mais lorsqu'on fait juste un équilibre du mélange de toutes ces plantes, ça fait un bon odeur. Et pourquoi j'ai dit ça? C'est pas les cours, mais la psychologie de l'homme ne peut pas supporter si je lui ai dit, il faut éliminer tout mauvais penchant. C'est impossible. C'est comme tu dis quelqu'un,
ah, il faut que tu maigris, tu arrêtes à manger. Il ne va pas arrêter à manger. Mais si tu dis à quelqu'un, pour maigrir, il faut qu'on mange différemment. Alors, il va manger. Je ne dis pas de ne pas manger. Mais c'est vrai. Ça veut dire qu'il n'évite rien de ses envies de manger. Il continue à manger, mais il mange différemment. Oui. Est-ce que vous pouvez juste nous éclaircir sur ce point-là, selon ce que vous venez de dire? Pourquoi le Hametz n'est pas interdit toute l'année, c'est seulement une fois par an? Oui. Alors, et j'ai pas, après, il y a énormément d'explications. Peut-être tu pourras rajouter une idée que tu as. Et je parle avec David, notre cher Khazan. Et à Pessah, il y a quelque chose de particulier. Ça veut dire que nous sommes sortis d'Égypte. Sortis d'Égypte, il nous semble une liberté sans sens. Il n'y a pas de sens à la liberté. Parce que pourquoi tu dis à quelqu'un tu es libre? Pour vous, vous le dites, un homme libre, c'est faire ce que je veux. Souvent, quelqu'un qui n'a pas une structure, il est esclave de lui-même et de ses envies. Il n'arrive rien à faire dans sa vie. Parce que si je me lève que je veux, si je bois ce que je veux, si je suis tenté après mes pulsions comme je veux, ce n'est pas une liberté. Tu rentres dans une folie totale. C'est ça qui se passe. Ça veut dire qu'il y avait une première, il y avait un début de délivrance. C'est-à-dire la sortie d'Égypte était un début de délivrance. Parce que lorsque nous parlons de la délivrance, il y a 4 étapes. C'est pour cela que nous buvons 4 coupes de vin. C'est formidable parce que moi, psychologiquement, ça veut dire, regardez, humainement, il y a 4 étapes. Ça veut dire la première chose, c'est sortir de la souffrance de l'esclavage. Parce qu'un homme qui est esclave, on lui fait souffrir. Il a pas le temps, on lui donne le travail insupportable. Les nazis, pour faire souffrir les Juifs, ils ont donné aux femmes le travail des hommes. Simone Weil raconte qu'à Auschwitz, on a donné aux femmes de construire le chemin des fers. Vous imaginez? Ça veut dire souffrance. Alors, le premier verre que nous buvons, c'est cette libération de la souffrance, parce qu'on a arrêté de souffrir. Ils ont arrêté de donner des travails qui fait souffrir les pauvres. Et après, le deuxième temps, c'est les deuxièmes coupes, nous sommes sortis, il y a la sortie d'Égypte. V'hotzeti, v'tzalti, v'ga'alti. V'hotzeti, ça veut dire Mais la carte. ça veut dire, la première, c'était la souffrance. Je vais vous, v'tzalti etrem me avodatam, ça veut dire, je vais vous sauver des avodatam. Avodatam, ça veut dire tous les concepts d'idolâtrie. Concept d'idolâtrie, ça veut dire que je vous programme sur une doctrine. La liberté, oui, évidemment, il y a une liberté de corps, mais il y a une liberté d'esprit. C'est la deuxième chose. Parce que lorsqu'il y a un tyran dans un État, un tyran, d'accord, il va imposer une doctrine des pensées. On le voit ça. On le voit ça à Gaza, on le voit ça au Liban, une des particularités dans le judaïsme, c'est la liberté des pensées. Pourquoi il y a tellement de commentaires sur la Torah? Pourquoi il y a tellement de commentaires? On pouvait imposer, on pense comme ça, point final. Il n'y a pas d'autres commentaires. Ne fais pas tes commentaires. Parce que chacun a une compréhension qui est différente de l'autre et qui donne un sens. Alors, on était sauvés, on était au premier temps sauvés de la souffrance, on était sauvés des doctrines, ça veut dire imposer une doctrine des pensées, et après on a été délivrés. Mais ces délivrances, c'est un début. Parce que là, tu n'es pas esclave physiquement, tu n'es pas esclave
et et on parle de la pensée, d'accord? Tu es libre à penser. Alors, je suis libre à penser. Je pense à quoi? Je suis libre avec mon temps ce que je veux. Je fais quoi? Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire avec leur temps. La liberté peut te rendre esclave à ne pas savoir quoi faire. Il y a énormément de gens, des jeunes, qui, qui pensent la liberté, c'est se lever comme je veux, faire comme je veux, parler comme je veux. Ils pensent qu'ils ne sont pas esclaves d'une pensée, mais il y a une doctrine. On impose une doctrine des pensées occidentales ou voilà, des modes. Il y a des modes. Chaque fois, il y a une mode différente. Alors, je pense que je suis libre, mais je ne suis pas libre. Et là, il y a la sortie. La sortie d'Égypte, c'est une liberté. Quoi faire avec cette liberté? Et on voyage après. On voyage et 7 semaines après, on a reçu la Torah. C'est très intéressant parce que à Pessah, on va éliminer tout Hametz. Et les dons de la Torah, qui est la fête des Shavuot, on mange les Hametz. Pourquoi on mange les Hametz? On mange du pain. Alors, on a apporté du pain. Pourquoi? Parce que le pain, ça veut dire comment savoir vivre avec mon mauvais penchant. Ça veut dire, parce que si on a dit les Hametz, il fait fermenter, ça veut dire que c'est les mauvais penchants. Là, dès la sortie d'Égypte, on n'a encore rien. La Torah nous donne une sens. Barati lecha yetzer hara, j'ai créé les mauvais penchants, mais j'ai créé aussi la remède. Et la Torah, tu vis en pleine liberté, d'accord? On travaille 6 jours, mais on ne se rend pas esclave. Il y a un jour qu'on va sanctifier, c'est un jour qu'on arrête. Dans la Torah, on mange, tu manges tout, tu manges la viande, tu manges le poisson, tu manges tout, mais je te donne une sens, il y a une éthique nutritive. Je te donne une spiritualité à ce que tu manges. Dans la Torah, on se marie, la relation conjugale est permise, les enfants, il y a tout un monde, on a des jours de congés, on a des jours de... Il y a des droits de employé et employeur, il ne faut pas tarder le salaire, il faut payer à l'heure, il faut rembourser ce que tu empruntes. Il y a des et il faut pas voler, il faut pas voler la pensée de l'autre, il faut pas donner. Il y a énormément la Torah nous trace une sens à la liberté. Et en fait, les quatrièmes vers, c'est cela. Ça veut dire ce Dieu nous a amené au Mont Sinaï, il nous a donné une sens à la liberté. Et dans la Haggadah, Est-ce que vous pouvez juste revenir sur les quatre du coup? Alors, c'est quoi les quatre vers, encore une fois? alors, le premier vers, c'est liberté des corps. Deuxième vers, liberté de l'esprit, de l'esprit. D'accord? De l'esprit. De ne pas imposer une doctrine. L'idolâtrie. Troisième vers, c'était un début d'une liberté où je peux penser comme je veux et je peux faire avec mon temps ce que je veux. Mais cela ne veut pas dire que je suis un homme libre. Je deviens peut-être même esclave de moi-même. Et le quatrième vers, c'est ce qui donne une sens de la liberté. Parce que, d'accord, comme il a écrit Viktor Frankl, c'est un grand psychanalyste, Viktor Frankl, d'accord, Raphaël, il va nous dire, et là, Viktor Frankl, il a écrit un livre que l'homme cherche une sens à sa vie. On a besoin d'une sens. Les gens, Viktor Frankl était un psychanalyste, il était à Auschwitz, il a dit aux gens, regardez, on est là, on est esclave, on est humilié, mais essayez de penser maintenant, qu'est-ce que tu feras quand on sortira d'ici? Et les gens tenaient comme ça. Ils étaient plus esclaves de ce qu'on a imposé là-bas, mais il y avait un espoir, il y avait une sens. Un homme, il cherche une sens à sa vie. Et dans la Haggadah,
Et dans la Haggadah, le troisième verre, entre le troisième verre qu'on boit juste avant Birkat Amazon et les quatrièmes verres qu'on boit à la fin de la Haggadah, il ne faut pas boire, il ne faut pas manger. Pourquoi il ne faut pas boire? Pour ne pas avoir l'ivresse de la liberté. Parce qu'on a dit que les troisièmes vers, c'est la liberté, non? C'est la liberté des corps, de l'esprit. Mais tu peux avoir une grande ivresse avec cette liberté. Alors on ne boit pas, on attend les quatrièmes vers. Et les quatrièmes vers, c'est le sens de la liberté. C'est ça les quatre étapes que nous vivons à Pessah. Pourquoi il faut s'accouder pour faire à gauche? Pourquoi on s'accoudait à gauche? Parce qu'à l'époque, dans le Talmud, ça vient d'une discussion talmudique dans les traités Psachim, que le gens libre, à l'époque, il y avait les princes romains, ils avaient une tradition, ils avaient un sort d'une chaise où ils pouvaient s'accouder comme ça et manger comme ça. Voilà. Et on a pris ça comme une symbole de la liberté. Symbole de la liberté. Alors, tu veux Ok. dire, oui? Désolée, j'ai pas compris du coup. Le quatrième vers, c'est la liberté, mais le troisième, c'est la liberté aussi. Non, non, je n'ai pas dit ça. Un, c'est corps, deux, c'est esprit, et Non, trois. le troisième, c'est une liberté d'esprit et de corps, parce que je sors d'Égypte. Et la quatrième, c'est donner une sens à la liberté. Ok. C'est la Torah. La philosophie, quoi. Hein? Enfin, une philosophie de la Non, liberté. c'est pas une philosophie, parce que la Torah, c'est comment faire. Mais c'est une liberté réfléchie. Oui, mais la Torah toujours nous dit quand on pratique la Torah. D'accord? On apprend la Torah pour la connaître, mais il faut la mettre en pratique. Et la Torah, c'est la vie au quotidien. Il nous donne une trace, une sens. Il y a un vrai sens, parce qu'il s'agit de travailler, pas rester à la maison. D'accord? Il s'agit de manger, il s'agit de rembourser des dettes, il s'agit de. C'est vraiment. En fait, dans le judaïsme, on ne demande jamais quelqu'un est-ce que tu crois en Dieu? Parce qu'on ne sait pas les niveaux des croyances de chacun. Mais on dit qu'est-ce que tu fais? Comment tu pratiques ta religion? Qu'est-ce que tu fais? D'accord? D'accord? On fait le Shabbat, on fait le Shabbat. D'accord? Comment on fait le Shabbat? Lorsqu'on prépare à manger, lorsqu'on va à la synagogue, lorsqu'on mange avec. D'accord? La asot est à Shabbat, c'est écrit. La asot est à Shabbat, vedorotam berit olam. La asot, on fait le Shabbat, faire le Shabbat. C'est ça. Alors, Comme si ça n'existait pas si on le faisait. C'est pas si on le fait pas. oui, oui. Michelot tarach be'erev Shabbat, lo yochal be'Shabbat. Pour prendre le plaisir de Shabbat, il faut la préparer. D'accord? En plan mental, en plan physique. Mais le Shabbat, qu'est-ce qu'on. Tout le monde. Des gens qui ne pratiquent pas la religion, quand ils parlent de Shabbat, ils parlent de repas des vendredis, souvent. C'est ça qui a gardé leur identité très forte, ce repas des vendredis, n'est-ce pas? Alors, on a parlé de la gravité de Hametz, d'accord? Toute substance de Hametz est interdite. Il n'y a pas une mesure qu'à partir de cette mesure, je transgresse. Toute substance de Hametz est interdite. On a dit à partir de quelle heure on mange plus de Hametz. D'accord? À 10h59 et c'est fin des quatrièmes heures, d'accord? On mange plus de Hametz. À la fin des cinquièmes heures, début des sixièmes heures, je ne peux pas tirer des profits. Ça veut dire que je dois vendre le Hametz bien avant la fin des cinquièmes heures. Et à la fin des sixièmes heures, qui est début des septièmes, le Hametz est interdit de la Torah. Complètement interdit. Voilà. On a parlé, c'est si on possède les Hametz, comment faire les ventes de Hametz? Qu'est-ce que cela veut dire vendre les Hametz? En plan pratique, ça veut dire halachique. On a essayé d'expliquer
le chametz dans l'essence aussi, les chametz qu'on doit brûler et annuler, évidemment chez nous, mais à la maison, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous. On a parlé des 4 coupes de verre. On a parlé un petit peu de la matzah, on a parlé à la matzah qu'on coupe, d'accord, en deux, et qui, en fait, nous partage le deux temps, d'accord, le deux temps entre l'esclavage et le temps de la... Et ce n'est pas parce que j'ai des vaisselles propres que je peux le manger dans ces vaisselles. Souvent, je vois que les gens ne comprennent pas, si vous avez grandi dans une maison, des pratiques religieuses, évidemment que vous le savez, qu'on n'utilise pas les vaisselles de l'année à Pessah. Il y a des gens qui pensent que d'avoir des vaisselles propres, c'est assez pour dire kasher les Pessah. Si les tables de travail dans la cuisine est propre, c'est kasher les Pessah. Si mon évier est très propre et parce que je nettoyais bien en javel et le brille, c'est kasher les Pessah. Non, parce qu'on vient de dire qu'il y a une grande rigueur dans la kashrut des Pessah. Dans la Torah, lorsque le peuple d'Israël a fait la guerre avec Midian, il y a dans le livre de Nombre, Bamidbar, l'histoire que le fils des Midian ont séduit les peuples d'Israël et puis un prince d'Israël a commis un acte immoral en public avec une fille, d'accord, de Midian, et ça créait un événement désagréable, toute une crise à l'intérieur de la communauté jusqu'à que Pinchas, il a arrêté ce qui s'est passé. Je vous invite à lire. Mais après, on a fait la guerre contre Midian, pour ceux qui ont pensé à faire. D'accord. Il y avait les boutins des guerres. Il y avait les boutins des guerres. C'est dès là qu'on apprend, par exemple, que lorsqu'on achète des nouveaux vaisselles, il faut le tremper. D'accord? Alors, lorsque je trempe les vaisselles, ce n'est pas cachériser les vaisselles. D'accord? On trempe une fois nos vaisselles. D'accord? Lorsqu'on achète. Mais on voit aussi qu'on a cachérisé les vaisselles. D'accord? Que veut dire cachériser? Kol asher yavo ba'esh. D'accord? Tout ce qui est utilisé par les feux sera cachérisé par les feux. Tout ce qui a été utilisé avec de l'eau sera cachérisé avec de l'eau. Ça veut dire que tous les marmites qu'on a cuites avec de l'eau, avec de l'huile, avec des liquides, sera cachérisé avec liquide. Tout ce qui a un contact direct entre l'aliment et les feux sera cachérisé par le feu. C'est là qu'on a les deux notions de Pessah. Hagala, ça veut dire c'est avec de l'eau liquide, et liboun, c'est avec les feux. Et on vit aujourd'hui dans un monde confortable. Parce que nous, on dit, tu vas à Carrefour, tu vas à Ikea, tu achètes à 10 € une marmite, d'accord? À 15 €. Moi, quand j'étais enfant, pour moi, acheter des nouveaux vaisselles, c'est un projet. C'est comme acheter une voiture, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela. Mais moi, je l'ai vécu. Et nous, je me rappelle avant Pessah, on a pris tous les marmites et on a estiqué parce qu'il faut qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas des noirs sur les marmites, il n'y a rien. Il faut les sticker, les marmites. Et une fois ils sont estiqués, il a fallu attendre 24 heures. Ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser la marmite pendant 24 heures. Pourquoi? Parce que quand on cuisine quelque chose dans une marmite, les parois de marmite avalent le goût. Et le goût sera abîmé après 24 heures. C'est pour cela qu'on attend 24 heures. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, il y avait un centre dans la ville, il y avait plusieurs centres, c'était dans toutes les synagogues,
avec un grand tonneau, avec de l'eau bouillante. Voilà, Jacob, il dit oui parce qu'il a vu ça à Jérusalem. Voilà. On a pris la marmite, on a trempé dans de l'eau très chaude. Pourquoi? Cette marmite, on a cuisiné avec de l'eau, on va cachériser avec de l'eau. D'accord? Ou ici en France, lorsqu'on n'a pas ça, il faut remplir la marmite jusqu'au bord, mettre des liquides vaisselle et attendre que ça déborde, l'eau déborde. Et comme ça, on a cachérise la marmite. Après, dans les fours, par exemple, qui a contact direct avec les feux, il faut bien nettoyer les fours. Et on a aujourd'hui les pyrolyses. Parce qu'au pyrolyse, ça monte à 500 degrés, je ne sais pas, ça brûle tout. D'accord? On a des pyrolyses. Quand il n'y a pas de pyrolyse, il faut bien nettoyer les fours et mettre au maximum de chaleur pendant 1 heure, 2 heures. D'accord? Évidemment, la cachérisation, c'est 24 heures après qu'on a nettoyé. Tout ce qui est, et, tout ce qui est vaisselle et couverts, par exemple. Les couverts, s'il y a une manche en plastique et les bouts de la fourchette est en métal, c'est incachérisable. Mais si toute la fourchette est en métal, d'accord, en inox, massive, en argent, et il suffit de le prendre et de verser de l'eau chaude, d'accord, de l'eau bouillante, et après on met dans l'eau froide, on a cachérisé comme ça les couvercles. Alors, la plupart de nous achètent vraiment des marmites, etc., même des fois les couvercles. Mais couvercles, le moment qu'il n'y a pas une partie en plastique ou en bois, c'est facile. Avec les années, lorsqu'on se marie, avec les années, les gens, ils achètent, faire à mesure de vaisselle pour Pessah. On a des assiettes pour Pessah. Les choses au niveau des vaisselles, ça veut dire les assiettes, le bol et tout ça, il est beaucoup plus facile à cachériser ce qui est en verre, en vrai verre. D'accord? Parce que le verre n'absorbe pas les goûts. Alors, je sais que nous, le séfaradi, il suffit de nettoyer avec l'eau et des savons et c'est cachérisé. Alors, pour les ashkénazes, David, hein? D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose de 24 heures, on met dans l'eau, mais la matière de verre n'absorbe pas. Tout ce qui est matière des terres est incachérisable. Tout ce qui est matière des bois est incachérisable. C'est seulement le verre, d'accord, ou le métal. Et comme je dis aujourd'hui, on a une grande facilité. Après, le table de travail, ça sera bien de mettre de l'eau bouillante, d'accord, un petit peu sur le table de travail pour cachériser. Vous pouvez aussi couvrir des fois, à Pessah, on couvre avec des papiers aluminium épais, d'accord? Comme ça, on est encore plus sûr. La même chose, la gazinière, on nettoie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de gazinières, ils ont de grosses céramiques. Moi, bon, prochain, c'est la gazinière, mais les vitraux céramiques aussi, ça veut dire qu'il faut bien nettoyer. D'accord, il y a des bons trucs. Et il faut attendre 24 heures, il faut allumer les feux. Et c'est tout. Et plaques à induction aussi. D'accord? Voilà. Plaque à induction et tout ça, c'est la même chose. C'est pas, quoi que ce soit le moment que vous mettez l'induction, ça brûle tout. Et les fours, je répète, les fours qu'il n'y a pas de pyrolyse, vous les allumez 1 heure et demie, 2 heures après qu'on a nettoyé bien, ou qu'on a entendu, 2 heures et demie. Le plateau, c'est plus problématique. Les plateaux qu'on met dans les fours. Alors, on ne pourra pas cuire dedans. D'accord? Il vaut mieux pas cuire dedans parce qu'il faut, avec des chalumeaux, les cachériser. D'accord? Avec un chalumeau. Les choses qu'on fait, si on a un gris, beaucoup de fois on a un gris, vous mettez dans les maximums vous mettez dans les fours, vous mettez le maximum de chaleur, d'accord? Vous mettez pendant 1 heure et après vous le enveloppez avec des papiers aluminium et achetez, il y a des plateaux comme dans les fours jetables, d'accord? Ils sont en aluminium, très bien, il y a dans les magasins cachers et ils sont très pratiques, en plus on n'a pas besoin de les laver après.
mais c'est des bonnes matières. Et c'est mieux comme ça si vous faites des poulets rôtis, l'agneau et tout ça. C'est bien, vous mettez dedans et c'est le mieux pour en plan des cacheroutes. Les micro-ondes, les micro-ondes qu'on utilise aujourd'hui tout le temps, il faut bien nettoyer, bien laver à l'intérieur, attendre 24 heures et après prendre un bol avec de l'eau, un petit peu de savon liquide et le faire bouillir, que ça un petit peu, ça donne de l'eau et comme ça cachérise le micro-ondes. Et il y a, qu'est-ce qu'on peut encore parler des choses pratiques? On a parlé des fours, on a parlé des vaisselles, on Et a parlé des tables de travail, les vieilles. Seder. Hein? La préparation du Seder. le Eruv Tavshlin aussi, parce que là, il y a Ah oui, Shabbat. très bien. Très bonne question. Alors, Eruv Tavshili. La veille de Pessah avant. Alors, cette année, la veille des Pessah et les mercredis, et nous sommes en diaspora, ça veut dire que le fête est les jeudis et vendredis. Jeudi et vendredi. Il est interdit de cuire des Yom Tov à Shabbat. D'accord? On ne peut pas préparer des jours de Yom Tov au jour de Shabbat. Même à Yom Tov, on prépare les repas seulement pour le moment précis. D'accord? On prépare sur le moment précis des repas. Ça veut dire midi pour midi, le soir pour le soir. On ne peut pas préparer des midis pour le soir. D'accord? Ou des midis pour le lendemain. Alors, on ne peut pas aussi préparer des Yom Tov à Shabbat. On ne peut pas dire que le Shabbat est plus saint que Yom Tov. D'accord? C'est la raison pour laquelle on fait Eruv Tavshili. Qu'est-ce que ça veut dire Eruv? Lorsqu'on parle d'Eruv, ça veut dire mélanger quelque chose. Embriquer quelque chose dans l'autre. Cela veut dire que nous préparons deux aliments avant Yom Tov pour Shabbat. Ça veut dire on prend la matzah avec un œuf, la matzah avec un poisson. D'accord? Il y a ici deux aliments. Et je lui ai dit, voilà, j'ai commencé à préparer mon Shabbat et je vais continuer sur ce base-là à cuire pour Shabbat. Ça veut dire que lorsque je vais faire, vendredi, lorsque je vais faire le repas pour Shabbat, ce n'est pas que j'ai commencé. C'est pas que j'ai déjà commencé, j'ai continué. Et Rouv Tavshilin, c'est mélanger le mets. C'est une mélange entre ce que j'ai commencé et ce que je vais maintenant faire. D'accord? Je continue à cuisiner pour Shabbat. Il y a la tradition de ceux qu'on a mis comme Rouv Tavshilin de manger pour Souda Shlishit. Il faut faire la bracha. Voilà. Alors, la bracha, que tu parles de la bracha, ça veut dire avant, avant l'entrée de fête, il y a une bracha à faire de Rouv Tavshilin et il y a une phrase à dire, il y a dans tous les sidourim, vous allez voir, de fête. Alors, c'est très important cette année, il y a Eruv Tavshilin avant Pessah pour avoir à faire. Alors, on a dit Rouv Tavshilin, on parlait des cachoutes. Est-ce qu'il y a des questions de votre part? Posez-moi des questions. Vous pouvez et vous pouvez libérer les microphones. Il va libérer votre microphone. Les microphones étaient déjà libérés, hein. C'était déjà à la sortie d'Égypte pour. Il y en a à qui j'ai coupé la parole. Ah. Allez, libère. Alors, vous mettez tous. Est-ce que, Oui, j'écoute. est-ce que je peux apporter un tout petit complément avec ta permission? Allez, Oui, je vais commencer par David. Parce que David a demandé tout à l'heure pourquoi on mange spécifiquement à Pessah la matzah. Alors, il y a une explication que j'ai entendue de mes maîtres, c'est que tu as parlé de Yetzer Hara
mais la matzah est aussi le symbole de l'orgueil. Pourquoi même un tout petit peu, pardon, le Hamès, bien entendu. Pourquoi le Hamès, on ne peut pas en manger juste un petit peu? Parce que s'il reste un petit peu, il gonfle. Il gonfle et il rend tout le reste Hamès, même en partant d'une toute petite quantité. Et il y a une analogie avec l'orgueil, où on sait où ça commence et ça continue en se prenant. Et pourquoi Pessah? Parce que il faut se garder, donc l'élimination du Hamès, c'est l'idée est de se garder, de penser que tout seul, d'une façon orgueilleuse, on s'est libéré. C'est ça l'explication qui m'a été donnée. Pourquoi on élimine le Hamès à Pessah spécifiquement et pas au reste? C'est parce que c'est la fête de la liberté pour laquelle on n'a pas encore de loi. La loi viendra plus tard. C'est ça qu'on a expliqué. Voilà, c'est ce que tu On a expliquais. bien expliqué. Et même l'orgueil, dans le monde de la psychologie, et on le sait très bien, c'est aussi lorsqu'il est démesuré, il est un danger pour lui, l'homme même et pour l'autre. L'orgueil, ça veut dire qu'un homme qui n'a pas un certain amour de soi, il ne sera pas équilibré. Souvent, lorsque le jeu tombe dans un moment triste ou une dépression, parce qu'ils n'ont aucune valeur pour eux-mêmes. Et c'est toujours intéressant, ce monde de la psychologie, comment tout doit être équilibré. Mauvais penchant et bon penchant, parce qu'on a besoin des deux. Un homme qui a l'orgueil, mais pas l'orgueil démesuré, pour un petit peu l'amour de soi, pour qu'il puisse donner à l'autre, c'est tout un monde extraordinaire. J'ai une Et question. ça, c'est un début que demande à éliminer en grand un petit peu, voilà, pour arriver à un équilibre. Pourquoi ne peut-on pas manger de dessert après le ficomine? Voilà, pourquoi on ne mange pas les desserts? Alors, la fico, la, Tu peux éliminer le sucre, Richard, on t'a dit déjà. voilà. Et commence par toi, Robert. La ficomane, la ficomane, c'est pour nous rappeler des Corban Pessah. D'accord? La ficomane, c'est les sacrifices, nous rappeler les sacrifices pascals. Et il y a une mitzvah de garder le goût, que le goût de la matzah reste dans notre bouche. C'est pour cela, après Afikoman, on ne mange pas. On ne mange pas autre chose. Évidemment qu'il y a d'autres. Je peux travailler encore plus dans la question, mais les concepts halachiques, c'est pour garder le goût de ce matzah, le matzah qu'on a mangé après ça. Ok. Oui. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à tous les participants dans la préparation d'avant le CDR? Avant les seder. Quelques petits gestes de l'après-midi, de la veille de Pessah. Alors, là, en l'occurrence, ceux qui seront dans le cinéma, mais disons dans la deuxième, pour le deuxième soir, ou le premier soir, pour ceux qui ne seront pas là, un conseil à donner dans la préparation. La préparation de Pessah, c'est une préparation. D'abord, tout ce concept, bon, Hachem, qu'on n'a pas de Hametz. Après, il y a les concepts techniques, mais il y a aussi tout ce qui est. Parce que lorsqu'on vit en famille, par exemple, on sait qu'il faut tout faire que les enfants participent au CEDER. Si vous parlez aussi de ça, ça veut dire que on sait qu'il faut dormir tôt, mais ça, c'est l'histoire aussi des enfants. Parce que tous les concepts de la Haggadah, c'est raconter à nos enfants la sortie d'Égypte. C'est pour cela, le repas, le Seder, ce n'est pas un dîner qui est ordonné comme l'habitude. D'accord? On fait Netilat Yadayim, on fait bracha, on mange des herbes, on fait plein de choses qui est inhabituelles pour éveiller la question chez les enfants. Et pour moi, les préparations, c'est qu'on doit penser comment être assez original pour que cette soir-là, et comme chaque année qu'on on le vit aussi,
ça sera vraiment un moment fort de transmission. Je pense qu'évidemment, on raconte la Haggadah, mais vous pouvez raconter l'histoire d'Algérie, de Tunisie, de Maroc, de Pologne, d'Alsace. Ça veut dire il y a l'histoire de la famille, votre famille. Il y a voilà, c'est un moment les plus forts de la transmission autour de la table, autour de la famille et autour de la Haggadah. Il y a une certaine rigueur à tenir pour le deuxième soir, c'est qu'il y a une heure très spécifique pour commencer le seder. Parce qu'il faut quand même qu'il y aura la tombée de la nuit, d'accord? C'est pour cela, le deuxième seder qui est le jeudi soir, Bezrat Hashem, euh, il y a une heure conseillée. C'est à partir de 21h02. Et évidemment, les gens qui ne peuvent pas tenir tard, la halakha toujours trouve une solution à partir d'une certaine heure. Voilà. S'ils vont commencer à 20h, je suis sûr que Dieu acceptera leur prière et leur attention. Mais voilà, ce qui peut commencer les deuxièmes soirs à 21h02, c'est conseillé. Voilà, on a fait un peu. Moi, j'ai une dernière question sur le décompte du Homer, qu'on commence bien à la fin de Pessah, le lendemain. On commence tout de suite le lendemain, les premiers jours de Pessah. Ça veut dire que le jeudi soir, on commence les premiers jours, le compte de Homer. Jusqu'à Shavuot. Jusqu'à Shavuot, 49 jours. Peut-être les prochaines cours, on va parler du Homer. Voilà. Allez, merci. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Moshe. Merci, David. Merci.